Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour parler des élections américaines, du résultat des élections et de la façon dont les choses se sont passées. J'ai le grand plaisir d'accueillir Cécile Coquet-Mococo. Bonjour madame, vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, professeure de civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin, spécialiste d'études africaines américaines. Vous avez enseigné aux États-Unis et publié plusieurs études et ouvrages, notamment le dernier. Vous êtes co-auteur du Rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, qui a été publié tout récemment, en octobre 2020, aux éditions Vendémiaire. Alors, on pourrait commencer par parler de cet ouvrage. Quelle a été votre contribution ? Ma contribution a porté précisément sur les Africains américains, sur lesquels les projecteurs se sont braqués en raison de la montée en puissance du mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, et au sujet desquels on estime souvent que leur vote est acquis aux démocrates et que la présidence Trump est forcément vue par eux comme un moment extrêmement difficile et punitif quasiment. Et c'est pour ça que Trump et ses amis ont essayé de modifier, enfin d'influer sur le vote noir en, par exemple, édictant des recommandations pour que certains votes ne soient pas comptabilisés, qui arrivent, c'est ça exactement, qui arrivent en retard ou qui sont mal ficelés, si j'ose dire. Ça, c'est une vieille tradition dans le Sud qui ne remonte pas uniquement à la présidence de Donald Trump. En fait, à partir du 11 septembre 2001, commence à fleurir toute une série de lois sur la question de la fraude électorale et la nécessité perçue par beaucoup de législateurs républicains au niveau des États fédérés, donc pas au niveau de l'État fédéral à Washington, mais au niveau des différents États, et en particulier dans le Sud, où il y a une longue tradition de privation des droits de vote pour les électeurs noirs et aussi latino-américains. Et cette crainte d'une fraude électorale a amené ces législateurs à édicter des lois, donc à partir de 2003, sur la nécessité d'avoir des pièces d'identité avec photographie de certains types et pas d'autres. Par exemple, les cartes d'identité des étudiants étaient considérées comme non valables parce qu'il fallait avoir été résident d'un État, par exemple, depuis plus de 3 ans. Alors que vous pouviez tout à fait être adhérent d'un club de tir. Et là, on sait que beaucoup de républicains s'adonnent en particulier à ce sport qui n'a rien de politique en soi, mis à part cette particularité démographique dans le Sud. Et donc, Trump s'est engouffré dans cette brèche-là en accentuant une caractéristique très sudiste, en fait. Et comment se fait-il que les Noirs pouvaient être ainsi touchés par ces mesures qui les auraient privés de leur suffrage ? Oui, effectivement, il faut pouvoir comprendre que les cartes électorales évoluent tous les 10 ans avec les recensements fédéraux. Toutes les années en zéro, depuis l'année 1790, la population américaine est comptabilisée. Comme vous le savez, les formulaires du recensement vous amènent à indiquer votre race. Depuis 1970, les Américains peuvent déclarer eux-mêmes à quel groupe racial ils s'identifient. Auparavant, c'était les agents du bureau fédéral qui toquaient à votre porte et qui, au jugé, ou bien d'après la réputation de votre famille, savaient si vous étiez noir ou blanc. Et dans certains cas, dans certains États, dans certaines familles, ce n'est pas si évident que ça à détecter. Déjà, la vice-présidente, on ne peut pas dire si on voit une photo d'elle. Enfin, je ne sais pas, c'est vous la spécialiste. Effectivement, dans la communauté noire américaine, on a tendance à détecter des signes très très subtils. Quelqu'un comme la chanteuse Mariah Carey, par exemple, est noir, sans aucun doute, pour quelqu'un qui connaît bien la culture noire américaine. Même si elle est très métissée, sa façon de chanter, sa gestuelle, certains petits signes extrêmement subtils la désignent comme noire. Et donc cela vaut aussi pour Kamala Harris. Mais effectivement, pour reprendre la question de la cartographie électorale, c'est un point qui est extrêmement important parce que ce sont les législateurs des différents États qui tracent les contours des cartes électorales. Et ces cartes électorales, par quartier, non seulement par comté et par ville, mais carrément par quartier d'une ville,
peuvent vous indiquer avec la précision d'un drone, si vous voulez, ou d'un satellite, où habitent les Noirs, les Latino-Américains, et même plus précisément les Cubains américains, les Salvadoriens américains, etc. Et on sait comment chaque groupe vote. C'est ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est ça ? Exactement. Et c'est une science extrêmement subtile, n'est-ce pas ? Parce que vous pouvez dessiner une circonscription électorale en ne mettant que les Blancs ou les Noirs ou je ne sais que sais-je, les Indiens par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez, en vertu des lois électorales, augmenter le nombre de voix que votre candidat a, s'il a bien redessiné. Ça se fait en France aussi, n'est-ce pas ? Je suis moins spécialiste pour la France. J'imagine que c'est possible, mais dans la mesure où les statistiques ethniques sont interdites en France depuis l'infamie du régime de Vichy, c'est quelque chose qui est probablement faisable. Mais en France, c'est fait selon le revenu moyen estimé. C'est comme ça que c'est fait. Mais le revenu moyen estimé est moins racisé en France à ce jour qu'aux États-Unis. Alors expliquez-nous un peu comment ce vote des Afro-Américains a joué lors de la dernière élection qui a vu donc la défaite de Donald Trump. Parce qu'à un certain moment, on a dit que dans certaines villes ou dans certains États, les Afro-Américains avaient davantage voté pour Trump que la fois précédente. Déjà, la fois précédente, il y avait eu un vote des hommes noirs en particulier pour Trump. Et c'est là justement que les démographes nous aident, parce que si on considère juste la population noire, on va avoir un chiffre qui ne va pas départager clairement les femmes qui se sont massivement portées en faveur de la candidature d'Hillary Clinton, et les hommes qui ont été, si je me souviens bien des statistiques, quand même 16% à voter en 2016 pour Donald Trump. Et là, on a des chiffres qui sont sensiblement les mêmes, 16-17% pour Donald Trump. Moi, j'y vois, parce que j'ai beaucoup de contacts aux États-Unis, parmi des hommes comme des femmes, et notamment parmi mes anciens étudiants d'Alabama avec qui je suis resté en contact au cours des 10 dernières années, il y a un fort désillusionnement vis-à-vis des démocrates et de leur politique pour les plus pauvres. La présidence Obama était porteuse de nombreux espoirs. Elle a commencé par un sauvetage des plus grandes banques. Et ce message qui a été envoyé au pays était bien sûr nécessaire pour relever l'économie, mais il a déçu un certain nombre d'électeurs noirs américains. Si on ajoute à cela la tiédeur ou la timidité des réponses apportées par le gouvernement sous Obama face aux violences policières, dont bien entendu il n'est pas responsable et qu'il ne pouvait pas juguler, puisque c'est vraiment du ressort des États, des gouverneurs, des polices des États et des villes, on arrive à comprendre que la mobilisation électorale des Noirs n'est pas évidente, et que c'est pour cette raison aussi que le camp démocrate pour cette élection-ci s'est principalement centré sur l'électorat jeune, parce que c'est un électorat qui n'a pas la même mémoire que les parents qui ont pu voir Joe Biden aux manettes à l'époque Clinton, lorsqu'il était chargé de la sécurité, et qu'il a donné beaucoup de moyens pour juguler la montée en puissance des gangs dans les grandes villes américaines et pour envoyer en prison un très grand nombre d'hommes noirs. Donc il y a quand même une mesure de représailles qui est perceptible, même déjà depuis 2008, depuis 2012. Les élections d'Obama, toutes les deux, n'ont pas été si évidentes que cela. Il y a une forme de ras-le-bol de la part des électeurs noirs américains qui ont pratiquement toujours, depuis qu'ils ont obtenu le droit de vote à la fin de la guerre de sécession, été rangés systématiquement soit dans un camp, soit dans l'autre. Et ça peut se comprendre que les électeurs soient fatigués de voir leur vote tenu pour acquis et ne pas vraiment mériter d'efforts spécifiques. Oui, quand vous parlez de la lutte de Biden, enfin des mesures qu'il a prises contre la criminalité, c'est vrai que si je me trompe, un jeune Américain noir sur 3, pratiquement, a une chance, si j'ose dire, un risque de passer par la case prison dans sa vie. Effectivement, parce que le fait de transporter sur soi une quantité de drogue, fût-elle dite douce, donc on parle de chanvre en particulier, c'est un délit qui peut vous amener en prison. Et dans certains États, si vous avez commis plus de 2 délits,
vous avez une peine minimale de 20 ans, voire la prison à vie. Et d'office, cette sentence de prison vous prive de vos droits civiques. C'est pour ça qu'une chercheuse nommée Michelle Alexander, une chercheuse noire américaine, a publié, il y a maintenant 10 ans de cela, un ouvrage qui a été un véritable pavé dans la mare, puisqu'elle expliquait que c'était une manière de priver un nombre énorme de citoyens prioritairement noirs américains et latino-américains depuis la guerre contre la drogue qui a été lancée au début des années 1980 par le gouvernement fédéral, les priver tout simplement de leur droit de vote. Et ce que vous disiez à propos de la déception des Noirs américains concernant Obama, est-ce que ça vient de... je comprends cette déception, ce que vous avez dit, mais est-ce que ça veut dire que Obama ne se souciait pas prioritairement des problèmes de la communauté afro-américaine ? Oui, ça veut dire cela. Quand vous êtes élu président, normalement, vous êtes le président de tous les Américains. Vous n'êtes pas juste le président de votre base réelle ou présumée. Et Obama, dès ses débuts, a été très clair là-dessus et a bien dit qu'il serait le président de tous les Américains, surtout parce qu'il était issu d'une minorité. Et comment expliquez-vous le fait qu'il ait, dans quelque sorte, négligé les Noirs américains ? Il ne les a pas proprement parlé négligés, mais il ne les a pas placés en priorité. Et il savait qu'ils seraient compris. C'était déjà un tel accomplissement pour un candidat noir, parce qu'il n'était pas le premier dans l'histoire des États-Unis, mais pour un candidat noir d'arriver à réunir sous sa bannière et autour de son nom une coalition de blancs, de noirs évidemment, de latino-américains, d'asiatiques, qu'il était évident, dans une situation de crise économique comme celle de 2008, de perte de confiance dans la présidence, puisqu'il y avait un peu le même type de situation que ce qu'on voit aujourd'hui vis-à-vis de l'image des États-Unis dans le monde. Il y avait une espèce de honte à être américain, parce que les deux présidences Bush n'avaient pas donné une image très reluisante du pays. Et Obama a réussi à remonter, à redorer le blason des États-Unis. Donc il savait que l'électorat noir ne pouvait pas réalistement s'attendre à ce qu'il les place au premier rang. Ça aurait été une manière de se suicider politiquement. Et alors, comment expliquez-vous, d'un autre côté, l'attrait que Trump exerce encore peut-être, pour certains Afro-Américains, puisqu'il y en a qui ont voté pour lui ? Pour avoir vécu dans le sud profond, l'État d'Alabama, et avoir fréquenté une majorité d'étudiants noirs américains dans cet État, c'est à ce titre-là que je vais répondre à votre question. Ce que très souvent mes étudiants et mes amis là-bas m'ont dit, c'est qu'ils préfèrent un blanc raciste qui dit explicitement ce qu'il pense, à un blanc qui va cacher son jeu. Et on en arrive à un point où, même si on célèbre l'héritage de Martin Luther King, les progressistes blancs sont souvent vus comme des alliés extrêmement peu loyaux et pratiquement comme des traîtres. Donc le racisme de Trump, je pense, n'a pas plus choqué que cela des électeurs qui ne font pas partie des plus jeunes générations parmi les Africains-Américains. Ce qui compte, c'est ce qui a effectivement été fait au niveau fédéral. Et à ce titre-là, les dotations qui ont été consenties pour les universités historiquement noires ont compté en faveur de Trump. Il a beaucoup communiqué à ce sujet et il a été très adroit en la matière, autant le signaler puisqu'il est si maladroit par ailleurs dans tellement d'autres instances. Et il y a eu aussi des zones franches qui ont été encouragées, des zones franches économiques où les entreprises étaient encouragées à s'implanter dans certains quartiers majoritairement noirs avec une exemption de taxes fédérales. Et cela, ça a été bien perçu par un certain nombre d'électeurs. Je voudrais qu'on revienne, on l'a mentionné rapidement, le mouvement BLM, Black Lives Matter. Est-ce que, à votre avis, c'est un phénomène qui va passer, comme tant d'autres, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui maintenant prend de l'importance et est là pour rester? C'est un dernier avatar, peut-être le dernier, c'est à espérer, du mouvement des droits civiques américains qui est né sous l'esclavage, puisqu'il s'est toujours agi pour les Noirs américains de revendiquer leur appartenance au pays, qui ne va pas de soi, pour la majorité blanche. Et c'est un mouvement qui cherche véritablement à réformer les pratiques institutionnelles, celles de la police notamment, mais pas seulement.
Donc oui, tant que les institutions ne procéderont pas à un remaniement, un aggiornamento de leurs pratiques, le mouvement BLM va certainement perdurer. La mort de George Floyd a été un événement absolument atroce et dont on ne pouvait même pas imaginer que cela pouvait se produire, surtout en présence de caméras. Je ne sais pas quelle a été votre réaction, et vous avez été, j'imagine, également choqué par ce qui s'est passé. Comment ne pas l'être en tant qu'être humain? Cependant, j'ai tellement lu de récits absolument atroces sur la période esclavagiste, mais également sur la période post-guerre de sécession, que je dois dire que la violence de cette mise à mort ne m'a pas particulièrement surprise. Lorsque vous étudiez la condition noire aux États-Unis, ce type de violence policière est tristement habituel. Je ne peux pas dire banal, parce que je me l'interdis. Très honnêtement, lorsque j'ai vu ces images passer la première réaction d'écœurement et de tristesse, j'ai compris tout de suite qu'on tenait là une vidéo qui ne pourrait pas être attaquée. Parce que si on se rappelle de l'événement qui a lancé le mouvement Black Lives Matter, il s'agissait de la mort d'un jeune mineur dont le seul crime était de se promener tard le soir dans un quartier huppé d'une petite ville de Floride, et avec un sweatshirt à capuche sur lui et des poches qui semblaient proéminentes parce qu'elles contenaient une canette de thé glacé et un sachet de bonbons pour son petit frère. Ce type d'événement, malheureusement, lorsqu'on connaît l'opinion publique américaine, ne suffit pas. Parce qu'on va toujours trouver... Il avait été tué par la police d'une balle dans le dos, c'est ça? Même pas par la police, par le gardien de cette communauté grillagée, si on peut se permettre une traduction du terme, comme on peut en trouver en Afrique du Sud. Ce sont des quartiers résidentiels qui sont réservés aux très riches, et où on n'a pas les portails qu'on a dans les grandes villas africaines, mais on a des grilles tout autour et on a des gardes qui patrouillent le quartier, le pâté de maison, le lotissement, avec leurs petits véhicules et qui ont toute autorité pour contrôler les personnes qui se trouvent là. Et ce qui est surprenant pour des gens qui ne connaissent pas le mode de vie aux États-Unis, c'est que le piéton est suspect. Si vous n'êtes pas en voiture, vous êtes suspect. Je ne compte plus le nombre de fois où des voitures se sont arrêtées à ma hauteur en me demandant où était mon problème, parce qu'une femme blanche qui marche avec ses sacs de course, c'est une anomalie. Encore, quelqu'un de noir qui marche, on peut se dire cette personne est pauvre. Et ça rentre dans les a priori. Mais une blanche qui n'a pas de voiture, c'est forcément une blanche dont la voiture est en panne. Une blanche ne prend pas les transports en commun. Donc, le piéton est suspect. Et si ce piéton est un jeune homme noir, c'est une cible en mouvement, littéralement. Donc quand on additionne ce fait-là, la mort de Trayvon Martin, qui a été presque immédiatement présenté comme un jeune qui fumait du hashish, un jeune qui était massif, qui pouvait faire peur à ce gardien qui pourtant pesait beaucoup plus que lui, un jeune qui avait agressé le gardien. On a presque toujours ce type de récit. Lorsqu'il y a eu Michael Brown à Ferguson dans le Missouri, un jeune qui allait entrer à l'université, on avait immédiatement montré des images de caméras de surveillance du magasin qui avait porté plainte contre lui pour un vol de cigares, pour montrer que c'était un garçon dont la moralité n'était pas irréprochable. Donc, dans une mentalité qui est vraiment encore très héritière du puritanisme, les gens peuvent le comprendre comme une rétribution divine. Il n'a pas été exemplaire dans son existence, donc il y a une punition divine. Et même s'il y a une disproportion totale entre le délit présumé et la mort du jeune homme, c'est quelque chose qui rentre quand même dans ce qui devient acceptable. Même le petit Tamir Rice, dans l'Ohio, pas un État du Sud cette fois-ci. Il n'était âgé que de 12 ans, il jouait avec une carabine qui était un jouet qui ne lui appartenait même pas parce que sa mère ne voulait pas qu'il en ait. Elle lui avait été prêtée par un petit voisin. Un homme a appelé la police en disant « Je vois quelqu'un dans un jardin public qui s'amuse avec ce qui a l'air d'être une carabine, mais je pense que c'est peut-être un jouet. Donc vérifiez. » Les policiers sont arrivés, il n'y a même pas eu de tir de sommation. En 2 secondes, l'enfant était mort. Et ça ne choque personne. Les enfants noirs avaient une valeur à l'époque où ils étaient en esclavage et où ils avaient une valeur marchande. Aujourd'hui, ils n'ont aucune valeur.
Donc, lorsque j'ai vu la vidéo de la mort de George Floyd, j'ai compris que ce serait comme la photo du corps absolument martyrisé, du visage rendu absolument méconnaissable d'Emmett Till au début des années 1950 pour le mouvement des droits civiques. J'ai compris que ce serait le même type d'impact et que ce mouvement des droits civiques qui est Black Lives Matter serait vraiment un mode de transformation de la société américaine parce que tout un chacun peut filmer. Oui, bien sûr. Et alors, à propos de la société américaine, quel est le pourcentage actuel des Afro-Américains par rapport aux Blancs ? C'est un pourcentage qui est assez stable, autour de 12%. Ils sont relégués au troisième plan des groupes qui constituent la population des États-Unis par les Hispaniques qui maintenant sont à 13%. Et la perception du racisme dans la société blanche, est-ce que c'est un phénomène qui diminue petit à petit ou est-ce que c'est toujours prévalent En fait, les Américains ne grandissent pas vraiment ensemble. Il y a eu une période pendant laquelle les enfants des quartiers blancs étaient amenés en bus vers des écoles de quartiers noirs. Oui, voilà, c'était la suite de la politique de Johnson. Et d'ailleurs, Joe Biden s'était élevé contre cette politique dans son État du Delaware, parce qu'il représentait les craintes de ses électeurs. Il y a un processus de reségrégation qui se fait d'une manière implicite, pratiquement comme si les gens ne voulaient pas vivre ensemble. En fait, cette présentation des faits n'est pas tout à fait juste. La réalité est plutôt que les communautés bourgeoises cherchent à préserver leurs biens et donc à vivre entre elles. Vous avez des quartiers entiers qui ne sont habités que par des avocats ou que par des médecins. J'ai pu visiter ce type de quartier et on voit vraiment l'intersection entre l'assignation raciale, donc le groupe dans lequel on vous met, la profession que vous exercez, donc le niveau de revenu, et les quartiers que vous habitez. Et les agences immobilières vont vous entraîner vers un quartier ou un autre en fonction de la composition de votre famille. Donc nous, concrètement, mon mari est africain, du Congo-Brazzaville. Lorsque je devais aller habiter aux États-Unis pour y travailler sur une longue période avec ma famille, je disais d'emblée à quoi nous ressemblions. Parce qu'on ne pouvait nous mettre ni dans un quartier noir, ni dans un quartier blanc, parce qu'on aurait pu faire peur aux autres habitants et transformer à notre petite échelle le marché immobilier. Donc, effectivement, il y a une perception du racisme qui varie du tout au tout en fonction du quartier dans lequel vous habitez. Les gens ne cherchent pas à savoir comment vit l'autre moitié, comme l'a dit un titre très célèbre qui faisait le bilan du mouvement des droits civiques à la fin des années 60. Ça veut dire aussi que les avocats noirs ou les médecins noirs ne vivent pas avec les médecins blancs, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Vous avez des quartiers de médecins asiatiques. Ah oui. Et très souvent, ces quartiers bourgeois mais racisés font un tampon entre les quartiers moins fortunés et où vivent essentiellement des personnes racisées et les quartiers plus blancs. Et donc, plus vous vous éloignez des centres-villes, plus vous avez des quartiers où il y a de l'espace pour des jardins, pour des commerces qui vont être centrés sur les besoins d'une population bourgeoise. Et plus vous vous éloignerez des quartiers sensibles. Parlons maintenant de l'avenir, donc du cabinet de Joe Biden, de son gouvernement. Pensez-vous qu'il va avoir la volonté d'abord et les moyens ensuite de modifier la situation telle que vous la décrivez ? Dans la mesure où les États-Unis sont une fédération de 50 États, le gouvernement de Washington ne peut pas violenter les pratiques locales. On a des petits pays en quelque sorte. Les Américains se présentent d'abord comme citoyens de leur État d'origine. Et lorsqu'ils sont amenés à se déplacer dans leur pays pour des raisons professionnelles notamment, ils ont à réapprendre un certain nombre de manières d'être américains. Parce que les lois ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes, et même le diplôme d'avocat ou le diplôme d'enseignant ne vaut pas. Donc ils sont amenés à repasser certains concours. Joe Biden fera ce qu'il pourra. On attend principalement les mesures qui seront prises par le département de la justice et également les subventions fédérales qui seront consenties aux organisations qui cherchent à promouvoir une plus grande égalité raciale. Professeur
Mokoko Koké, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle le titre du livre auquel vous avez participé, le livre récent « Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump », paru en octobre 2020 aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de participer à cette émission et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.